Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast sur la chaîne du droit public en podcast. Je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public et droit immobilier. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet notamment qui tient à cœur beaucoup de nos justiciables, de beaucoup de nos clients. C'est la problématique malheureusement de plus en plus récurrente qui est celle de la problématique liée aux nuisances sonores, aux problématiques liées. Alors, nuisances sonores, c'est à la fois les bruits de voisinage, que ce soit voisinage particulier, mais aussi et surtout de plus en plus les voisinages liés en réalité aux activités industrielles ou économiques qui génèrent beaucoup de nuisances, aux activités commerciales ou encore de restauration. C'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans ce 20e podcast de la saison, en vous souhaitant une bonne écoute, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder d'abord qu'est-ce qu'une nuisance sonore. Dans un premier temps, que dit la loi, que disent les dispositions légales. Pour les auditeurs habituels de la chaîne, comme vous le savez, on va d'abord revenir sur la définition la plus générale et puis ensuite on va prendre des cas de figure un peu plus précis. Que dit la loi en matière de bruit, de nuisance sonore? On verra, vous avez différentes nuisances, notamment les bruits dits de comportement, les bruits dits d'activité professionnelles, les activités de transport, et puis nous verrons ensuite bien entendu comment nous pouvons vous aider. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à aborder cette question? C'est parce qu'on est de plus en plus souvent sollicité maintenant sur les nuisances sonores. Parce que vous avez des activités économiques et commerciales qui font de plus en plus de bruit, parce que vous avez une densification aussi de l'espace qui fait que les nuisances entre particuliers sont aussi de plus en plus importantes. Et parce que vous avez aussi une activité économique qui parfois a lieu, même des activités industrielles, en plein cœur de ville, puisqu'aujourd'hui on est clairement dans l'économie dite de la planification urbaine, c'est-à-dire qu'on lutte, les collectivités luttent de plus en plus contre l'étalement urbain, et cette lutte contre l'étalement urbain fait qu'on densifie au sol, donc on construit on a un nombre d'habitants au mètre carré et au kilomètre carré en France qui est de plus en plus important, ce qui forcément génère des nuisances, que vous avez aussi des lieux économiques, des lieux de vie économique qui sont de plus en plus proches des lieux d'habitation, et notamment dans les grandes métropoles, qui sont notamment des grandes métropoles avec des anciens bassins industriels, il y a une rénovation qui est en cours, mais vous avez encore un mélange très important entre lieux d'habitation et lieux d'activité économique. Alors, l'avocat en matière de nuisances sonores va avoir pour mission de vous protéger, de vous défendre si vous êtes victime de ces nuisances, puisque en tant que particulier, c'est un des nuisances qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur votre santé physique, sur votre santé mentale, mais aussi pour votre couple ou pour votre famille, puisque c'est vrai que ça devient des nuisances qui sont omnubilantes, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher de vivre tranquillement, vous empêche de travailler, vous prive de sommeil. Alors, c'est toujours difficile de connaître les recours dont vous disposez pour lutter contre ces préjudices de nuisances sonores face à des organismes qui sont parfois puissants, notamment certaines entreprises, qui sont au fait de toutes les subtilités de la loi, mais aussi parfois face à des particuliers qui n'en ont rien à faire et qui ne mettent pas en œuvre les démarches, alors même qu'ils ont parfaitement conscience des nuisances qu'ils génèrent et que vous avez déjà pris attache avec eux. Alors aujourd'hui, je vais vous conseiller sur la législation afin de faire valoir vos droits et de répondre à des actions. Alors tout d'abord, que dit la loi? Que dit la loi? Eh bien, c'est le code pénal qui reconnaît la définition d'une nuisance sonore. Une nuisance sonore, le code pénal vient indiquer dans son article R 1336-5, qui est repris également par le Code de la santé publique, on vient préciser que aucun bruit particulier ne doit gêner la tranquillité du voisinage en raison, et c'est important, de sa durée, de sa répétition ou de son intensité. Le Code de la santé publique, donc, qui définit ainsi, qui est repris notamment par le Code pénal, aucun bruit particulier ne doit gêner la tranquillité du voisinage en raison de sa durée, de sa répétition ou de son intensité. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur des conditions cumulatives, mais on est sur des conditions alternatives et ou cumulatives. Un bruit doit être défini comme nuisance sonore en raison de sa durée, de sa répétition et ou de son intensité. Vous avez de très nombreux cas, bien entendu. Plus la durée est importante, plus la répétition sera importante, et forcément l'intensité peut être moindre. Alors, il existe de nombreuses situations qui peuvent être distinguées, chacune avec leur particularité. Tout d'abord, vous avez les bruits qui sont les plus répandus,
auxquels nous on doit faire face le plus souvent dans le cadre de notre activité d'avocat, dans le cadre des nuisances sonores, ce sont les bruits dits de comportement. Alors, quels sont ces bruits types de bruits de comportement? Bruits de comportement, on va parler des bruits de voisinage. On pense à ceux qui sont produits par vos voisins immédiats, voisins indélicats, dont le comportement est plus que dérangeant et ne tient pas compte d'une jouissance calme de votre bien immobilier. À titre d'exemple, il peut s'agir bien entendu dans un appartement de talons qui vont frapper le sol, de cris de cavalcade d'enfants, d'utilisation de bruit et d'outils bruyants, de déplacement de meubles de façon excessive ou répétitive, ou encore à des heures indues. C'est-à-dire qu'ici, la jurisprudence, comme vous le savez, c'est l'ensemble des décisions qui ont été rendues sur une thématique donnée. Vous pouvez faire des recherches, notamment, par exemple, sur Légifrance, qui est une banque de données de jurisprudence accessible à tous, qui est gratuite. Vous mettez vos mots-clés, c'est comme dans Google, vous tapez nuisance sonore, condamnation, vous allez avoir l'ensemble des décisions qui ont été rendues. Donc les décisions qui ont été rendues notamment par les juridictions judiciaires. Et cette jurisprudence qui va venir définir jurisprudentiellement ce qui est une nuisance sonore. On l'a vu tout à l'heure, c'est le code de la santé publique qui définit à la base. C'est le code pénal qui peut le condamner et c'est aussi le code civil qui permet d'obtenir la condamnation sur le fondement des principes classiques de responsabilité civile d'un voisin qui constituerait des nuisances sonores. Et ensuite, c'est la jurisprudence qui va venir très précisément définir au cas par cas ce qu'est une nuisance sonore. C'est la jurisprudence qui est venue dire, par exemple, que le déplacement des meubles de façon excessive ou répétitive pouvait constituer des nuisances sonores. Des nuisances sonores, il faut pas confondre nuisance sonore et tapage nocturne. Ce sont deux éléments différents. Un tapage nocturne est une nuisance sonore, mais une nuisance sonore peut avoir lieu avant 22 heures. Un bruit excessif, même en pleine journée, constitue une nuisance sonore. Une usine ou une entreprise qui est à côté de chez vous, qui a un bruit qui excède ce qui est normalement entendable, peut constituer une nuisance sonore. Même si ça dépasse certains seuils, ça peut être considéré comme une nuisance sonore, dès lors que c'est anormal. Une soirée prolongée entre amis qui se produit trop fréquemment peut constituer une nuisance sonore, même avant 22 heures. Vous avez, je ne vais pas tout reprendre, mes travaux de jardinage, des aboiements, tout ça c'est constitutif de nuisance sonore. Quand ces pratiques ont lieu entre le coucher et le lever du soleil, on parle de tapage nocturne et en dehors, ce sont des nuisances sonores. La différence avec le tapage nocturne, c'est que vous n'avez pas l'obligation de démontrer le caractère répétitif, intensif et durable. Donc on facilite l'apport de la preuve, mais au-delà de ces horaires, la nuisance sonore, il va falloir que vous fassiez constater par huissier des attestations de vos voisins ou des enregistrements. Le plus judicieux, mais c'est aussi le plus coûteux, c'est de faire appel à un expert en nuisance sonore qui va venir placer des capteurs d'enregistrement chez vous et qui va devoir analyser la puissance du bruit chez vous par rapport à ce qui est généré par vos voisins. Alors, que faire lorsque vous constatez une nuisance sonore? D'abord, on vient de le voir, c'est premièrement d'en avoir la preuve. Par des enregistrements, par des attestations de voisinage, ou même par un constat d'huissier. Le cas échéant, vous faites venir l'huissier 2 à 3 fois, idéal 3 fois chez vous, et vous faites constater les nuisances. Vous avez obtenu la preuve de ces nuisances. Alors, le responsable, souvent, est facile à identifier lorsque vous en êtes victime. Eh bien, la loi vous impose de procéder avant toute chose à une démarche amiable préalable. Ce qui veut dire qu'il faut que vous preniez contact avec le fauteur de trouble et lui exprimer votre demande. Donc, le plus souvent, c'est un courrier simple doublé d'un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel vous lui indiquez que vous estimez être victime de nuisances sonores de sa part. Vous lui transmettez les éléments de preuve que vous avez, vous le mettez en demeure d'y mettre un terme. À défaut d'accord amiable, vous pouvez passer par une approche plus formelle, notamment solliciter un médiateur ou un conciliateur de justice pour tenter d'obtenir une solution amiable. Si vous êtes propriétaire seul ou en copropriété, vous pouvez également ensuite passer directement par les services de votre avocat qui va pouvoir mettre en demeure vos voisins de mettre un terme aux nuisances sonores. Si vous êtes en copropriété, soyez vigilants puisque le règlement de copropriété peut définir les règles qui concernent le bruit. Ça va alors être au syndic qu'il va falloir vous adresser ou en tant que locataire, pour vous la tâche est simplifiée puisque vous pouvez directement écrire à votre propriétaire. Un autre élément qui est important sur une nuisance sonore, n'hésitez pas à faire appel
au maire de votre commune. Pourquoi ? Parce que le maire dispose d'un pouvoir de police afin de faire respecter la tranquillité, la salubrité et la sécurité. Dans ce pouvoir de police, le maire doit faire respecter la tranquillité du voisinage. C'est-à-dire que si vous avez des nuisances sonores qui sont entendables de la voie publique et qui vous génèrent un préjudice chez vous, par exemple une salle des fêtes, une entreprise, une activité industrielle ou commerciale ou même une activité de restauration, si, je prends l'exemple simple, vous avez une rue avec des bars qui génèrent des bruits de l'extérieur, vous êtes gêné par le bruit généré par les terrasses, par les bruits de verre, les hurlements en fin de soirée, eh bien le maire est responsable. Il doit faire usage de son pouvoir de police. Il faut que vous mettiez en demeure le maire d'utiliser son pouvoir de police par courrier recommandé avec accusé réception. Donc, monsieur le maire, vous êtes dans l'obligation de faire respecter la tranquillité sur la voie publique. J'habite au 22 rue Princesse et j'estime subir des nuisances sonores. J'en ai la preuve puisque j'ai une pétition de la part des voisins. J'en ai la preuve parce que j'ai des attestations. J'en ai la preuve parce que j'ai des enregistrements. J'en ai la preuve parce que j'ai 3 constats d'huissier qui constatent qu'à minuit passé, il y a du bruit. Je vous mets donc en demeure, monsieur le maire, de faire usage de votre pouvoir de police. Si le maire n'a pas pris un arrêté au titre de ses pouvoirs de police dans un délai de 2 mois pour faire cesser les troubles que vous subissez, les nuisances sonores, eh bien dans ce cas-là, vous êtes en droit, vous, de saisir le juge administratif d'une requête en référé, qui généralement est jugée sous 45 jours, afin d'imposer au maire que celui-ci prenne sous astreinte, et c'est assez efficace, un arrêté municipal pour mettre un terme aux nuisances sonores. Donc ça, c'est un biais d'attaque qui marche relativement bien. Alors, sans attendre de contacter votre avocat, vous pouvez déjà mettre ça en place par rapport au maire. Par contre, s'il n'y a pas de bruit depuis la voie publique, il faut opter plutôt pour la voie dite judiciaire. La procédure, c'est la suivante, on l'a vu tout à l'heure, mais pour résumer. Contact direct d'abord avec la personne pour une résolution amiable, puis courrier simple, puis officialisation par courrier recommandé. 4e lieu, s'il n'y a toujours pas de mieux, faites appel à un conciliateur de justice, ce qui est obligatoire avant d'aller en justice. Donc les conciliateurs de justice, vous allez avoir les références sur Internet. Et puis, si toujours le conciliateur de justice n'y a pas d'accord, vous saisissez le tribunal judiciaire avec votre avocat et avec les preuves notamment des démarches amiables, puisque c'est obligatoire désormais, des témoignages, les certificats médicaux, par exemple, si vous avez des incidences. Si le préjudice est supérieur à 10 000 euros, c'est le tribunal judiciaire qui sera compétent. Alors là, on l'a vu, on est sur les nuisances, on va dire, de voisin à voisin. Les autres nuisances qui peuvent exister, c'est les bruits dits d'activité professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bruit d'activité professionnelle ? Alors, on regroupe dans les bruits d'activité professionnelle 2 types de nuisances sonores, celles qui sont dues à des activités de restauration ou de festivités, le restaurant, les bars, qui proviennent de la diffusion de musique, soit comme activité principale ou occasionnelle. Mais également ceux produits par des chantiers de travaux. Dans tous ces cas, la réglementation est extrêmement précise et d'une certaine complexité. Raison pour laquelle n'hésitez pas à faire appel à votre avocat, expert en nuisances sonores, qui pourra être à même de décrypter les dispositions légales. Mais ici, on va aborder d'une façon générale ce qu'il faut mettre en place. En matière de bruit d'activité professionnelle, contrairement au bruit de voisinage, d'une façon générale, on débute toujours par une mesure du bruit avec un expert et un sonomètre. Pourquoi ? Parce que l'article R 1336-7 prend en compte la notion d'émergence globale. Qu'est-ce que l'émergence globale ? Eh bien, c'est la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. Le premier, le niveau de bruit ambiant, comprend le bruit fautif et le niveau de bruit résiduel comprend le bruit en son absence. Il y a une infraction dès que cette différence dépasse 5 dBA le jour et 3 dBA la nuit. Sauf si le bruit ambiant est inférieur à 25 dBA à l'intérieur du logement et de 30 dBA à l'extérieur. Ces limites sont pondérées selon un barème qui est calculé sur la durée du bruit. Alors, ça peut vous paraître complexe, c'est possible et c'est normal, mais ne vous prenez pas la tête. Si vous faites face à des nuisances sonores de fait d'activité professionnelle, faites appel à un avocat ou à
une entreprise, un spécialiste, un expert qui est inscrit près la cour de cassation ou la cour d'appel en matière de nuisance sonore, il va venir avec son sonomètre, vous lui demandez un rapport d'expertise, il va vous faire son rapport d'expertise. C'est pas la peine de se casser la tête et essayer de faire des calculs seul, alors même que vous pouvez solliciter une expertise en ce sens de la part d'experts qui sont extrêmement compétents. Vous allez les payer entre 700 et 1000 euros à peu près le rapport d'expertise. On vous rend le rapport d'expertise, vous avez votre preuve. Bon, d'autant plus que ça sera beaucoup plus fort et probant devant un juge en cas de contentieux, un rapport d'expertise d'un expert en nuisance sonore plutôt qu'avoir un simple enregistrement sur votre téléphone. Également, l'émergence spectrale doit tenir compte de la fréquence du bruit, les fréquences basses ou aiguës. Puisque vous avez certaines fréquences, notamment par expérience les fréquences très basses ou les fréquences très aiguës, qui sont particulièrement pénibles pour l'oreille humaine. Alors, ces nuisances, elles peuvent être générées, on l'a vu, par les bars et les restaurants. Les débits de boissons et les restaurants doivent respecter les horaires d'ouverture qui sont fixés par arrêté préfectoral, et éventuellement par un arrêté municipal. Je rebondis sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur les nuisances et le rôle que joue le maire de la commune. C'est aux services préfectoraux et municipaux de veiller à éviter les tapages nocturnes, et le maire peut être dans l'obligation de mettre en demeure les établissements de respecter ces règles. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. N'oubliez pas le pouvoir de police du maire. C'était dans la deuxième partie du podcast. En cas de copropriété, là également, faites appel au syndic de l'immeuble qui peut contrôler le respect du règlement de propriété. Vous avez également la nuisance due aux diffusions de musique qui sont réglementées par les articles R571-25 à R571-27 du Code de l'environnement, et qui est soumis, cette diffusion de musique, à des niveaux sonores maximum. Par exemple, pour les salles des fêtes communales, elles sont tenues de respecter cette législation. Alors, les salles des fêtes communales, c'est un puits sans fond de contentieux en matière de nuisance sonore. C'est pourquoi de nombreuses mairies font le choix désormais de construire leurs salles polyvalentes à l'écart des habitations. Vous avez des amendes contraventionnelles pénales pour les personnes morales qui commettent ces infractions. Par ailleurs également, le juge peut exiger l'insonorisation des locaux. Vous pouvez également faire constater par la police municipale les infractions, laquelle peut même prononcer la fermeture des établissements et saisir le matériel. En dernier lieu, vous avez également la nuisance sonore due aux chantiers, les chantiers bruyants, chantiers de travaux publics qui vont générer des nuisances sonores. Voilà pour les nuisances sonores dues aux activités professionnelles. Dernière partie, les nuisances sonores dues au transport. Alors, les nuisances sonores dues au transport, elles sont à deux titres essentiellement, les transports aériens et les transports terrestres. Les transports aériens, tout d'abord, les transports aériens est une source de bruit qui est extrêmement violent de par son intensité. Il suffit de se promener à proximité d'un aéroport pour le constater, et actuellement l'urbanisation autour des aéroports est organisée par ce qu'on appelle un PEB, un plan d'exposition au bruit. Ce PEB, ce plan d'exposition au bruit, tient compte des prévisions d'utilisation et de l'évolution des aéroports à court, moyen et long terme. Ça va contraindre le plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme qui avait fait l'objet d'un précédent podcast en mars 2022 de mémoire. Ce PEB va déterminer 4 zones de gêne de très forte à faible intensité. Les zones A et B sont impropres à la construction. La zone C l'autorise sous certaines conditions. Et la zone D permet la constructibilité du sol à condition de procéder à une isolation phonique des logements. Vous vous en doutez, c'est peu ou pas respecté. C'est pourquoi un état des nuisances sonores aériennes doit être mis en place à la suite de ce PEB et doit impérativement être joint à tout contrat de location ou de vente de locaux qui sont situés dans ces zones. Si vous habitez dans un de ces secteurs avant l'établissement de ce PEB, vous pouvez demander et obtenir des aides financières de 80%, voire jusqu'à 100% pour effectuer les isolations phoniques de votre logement. Donc là-dessus, n'hésitez absolument pas à nous contacter parce que ça, c'est quelque chose qu'on met régulièrement en place, c'est assez facile et assez rapide. Alors, on vient de voir les nuisances des transports aériens. Maintenant, on va voir les nuisances des transports terrestres. Transports terrestres, on parle de la route et du rail, du train. Route et train sont d'autres facteurs de pollution sonore qui sont parfois intolérables.
Certaines situations ne peuvent donner lieu qu'à des mesures de protection pour réduire et limiter les bruits, mais bien entendu, vous pouvez mettre en place aussi des mesures indemnitaires. Il y a possibilité de demander également à ces exploitants, par exemple, admettons la RATP, des écrans acoustiques ou des murs végétaux qui peuvent être installés en bordure des voies. On peut également solliciter sous astreinte la réduction de la vitesse. Et plusieurs solutions techniques assez prometteuses existent, mais pour contraindre ces générateurs de bruit, il faut mettre en place bien souvent une action contentieuse. Alors, si vous rencontrez l'une ou l'autre de ces problématiques, n'hésitez pas à faire appel au cabinet. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je vous laisse ici pour ce podcast. Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été pour ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à très bientôt au mois de septembre pour une nouvelle série de podcasts. Merci.